y a chez les politiques une grande variété de niveaux de conscience. Certains choisissent d'être du côté de l'intérêt commercial. Sur quel pied penser ? Alors aujourd'hui, un gros morceau. On va effleurer à peine, parce que le sujet est très très vaste et très complexe. On va effleurer le sujet des lobbies. Rencontre avec Cédric Villani, que vous connaissez sûrement comme mathématicien pour avoir obtenu la médaille Fields en 2010. La médaille Fields, c'est en gros le pendant mathématique du prix Nobel. Il nous raconte donc une partie de son passage au Parlement et notamment la cohabitation avec les lobbies et leur fonctionnement. Un entretien réalisé à l'issue d'une conférence qu'il proposait dans le cadre du Marathon des Sciences dans le Festival d'Astronomie de Florence. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, deuxième épisode de Doctoplus, deuxième épisode consacré à Christiane. Nous repartons avec elle en Algérie pour qu'elle nous parle un peu plus de son enfance. Vous êtes dans Sur quel pied penser et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, comment je vous présente aujourd'hui ? En mathématicien, en politicien ? Mathématicien avec une expérience de politique. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est plus de politique que de mathématiques, puisque la conférence que vous avez animée sur le doute, les marchands de doute et sur les lobbies, on est loin des mathématiques là. On est loin des mathématiques, mais on est à fond sur le rapport science-société que j'ai labouré sous plusieurs rôles. En tant que vulgarisateur, en tant que médiateur, en tant qu'écrivain d'ouvrages de plusieurs types et aussi en tant que membre de conseils scientifiques interdisciplinaires dans lesquels les principaux enjeux étaient rarement mathématiques, encore que, mais dans lesquels il était important d'avoir une bonne compréhension des mécanismes scientifiques, des mécanismes d'innovation de la science. Donc j'ai mentionné au début de la conférence que j'ai été pendant quelques années président de l'Office parlementaire scientifique, mais j'ai aussi été membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne et du second. Je vois d'ailleurs avec le recul des choses que je ferais différemment aujourd'hui dans ce type de fonction. J'ai été membre du conseil stratégique de la recherche au niveau national, une institution qui fonctionne remarquablement mal. J'ai été membre d'un certain nombre de conseils scientifiques de différentes collectivités, donc c'était bien plus à ce titre de quelqu'un qui a pas mal bourlingué sur les institutions d'interaction entre sciences et société que je l'exprimais. Mais je dois dire maintenant que le passage parlementaire a été, même avec l'expérience que j'avais avant, le passage parlementaire a été extrêmement fructueux pour me perfectionner là-dessus. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de lobbyistes que de parlementaires, justement, à l'Assemblée et au Sénat. Compter en nombre de lobbyistes n'est pas une bonne idée parce que la force de lobby, c'est quelque chose qui peut s'exprimer de plein de façons différentes. Ce peut être des personnes qui sont réellement des représentants d'industrie, des représentants d'intérêt des lobbyistes et que vous devez maintenant déclarer sur votre registre de rencontre quand vous êtes à l'Assemblée. Mais ça peut être aussi des messages, des lettres, des choses insidieuses, des choses qui sont des messages qui sont répercutés, réverbérés ici et là, de l'autocensure de la part des uns et des autres. Le fait de s'interdire de toucher à telle ou telle chose peut aussi résulter de choses qui sont dans l'air, si je puis dire. Je prends juste un exemple. Il y a quelques mois, j'étais en visite dans une université étrangère. On organise une discussion avec ses élèves et tout ça, et où ma double casquette de scientifique et de politique était mise à profit pour discuter de comment faire bouger les choses et tout ça. Et on commence à parler, et je dis, pour transformer les choses, allons-y, prenons par exemple l'agriculture. Et là, elle me dit, non, mais l'agriculture, c'est trop compliqué. Ne parlons pas de l'agriculture, je sais que c'est tellement compliqué politiquement. Agriculture plus élevage, c'est la source numéro 1 de contribution des gaz à effet de serre au niveau mondial. Selon les estimations, c'est entre 25 et 30%. C'est phénoménal. Parce que là, on est dans le lobbying pour vous, dans cet exemple-là ? C'est pas un lobbying actif, mais c'est le résultat du lobbying d'un secteur. Il y a une bataille politique au sens c'est l'organisation et on va essayer d'empêcher que telle chose se fasse, d'agir pour que telle décision ne soit pas prise ou soit prise au contraire. Mais il y a aussi une bataille culturelle qui, elle, est constante, diffuse, passe par beaucoup de relais et dans laquelle bien des gens sont aussi des porteurs involontaires. Alors vous, avec les nombreuses chaires que vous avez occupées, est-ce que vous avez été, on va dire victime avec des guillemets de ce lobbyisme ? Est-ce que vous avez été en contact ? Bien sûr.
parfois en le comprenant, parfois sans le comprendre, et parfois de façon, de façon insidieuse. Et de toute façon, comme une entreprise qui s'occupe de lobby va être une entreprise intelligente et tout ça, la personne qu'elle vous enverra sera une personne adaptée, appropriée. Quelqu'un qui a une formation scientifique, quelqu'un qui sait me parler, quelqu'un qui a les bons enjeux, quelqu'un qui est extrêmement amical. Souvent, parfois ça va être toutes les nuances sont possibles, depuis quelque chose d'amical à quelque chose qui au contraire est dans la confrontation. De toute façon, le meilleur conseil que je peux donner là-dessus, c'est de regarder le film Goliath. Tout y est, même si le film exagère un peu l'importance de l'étape parlementaire. L'étape parlementaire est un maillon dans tout le reste. Dans une décision politique, il y a l'étape du débat parlementaire qui est la plus visible, la plus spectaculaire. Mais il y a plein de choses avant, plein de choses après, qui se passent dans les coulisses des ministères, qui se passent dans l'évolution du règlement, quand la balle est du côté de l'exécutif. Ça peut être un décret rédigé comme ceci ou comme cela, ou un arrêté qui est fait comme ci ou comme ça. Les systèmes sont très efficaces pour tirer parti de la complexité politique et administrative des mécanismes de décision. Je vais prendre un exemple qui est remarquable sur un sujet que j'ai travaillé au Parlement, que je ne connaissais pas du tout avant, mais j'ai travaillé donc dans la sphère agricole, dans le monde des pesticides. Bon. Qui, parmi nos auditeurs, est au courant que les mécanismes de régulation et la décision scientifique, savoir si on autorise ou pas, se font au niveau européen dans un organisme qui s'appelle l'EFSA. Déjà une toute petite minorité de nos auditeurs, je pense. Qui a conscience que les règles de l'EFSA sont sur la sellette depuis plus de 10 ans, que les scientifiques de l'EFSA eux-mêmes ont dit, on voit bien qu'il y a des manques à notre approche, et on va vous suggérer une évolution des règles, mais ce n'est pas nous qui décidons, nous on ne fait qu'exécuter. Est-ce que vous voulez qu'on passe là-dessus, en particulier sur une meilleure évaluation des risques chroniques, sur une meilleure évaluation des petites doses cumulées, etc. Personne, je pense. Qui a conscience que la décision se prend dans des comités techniques d'experts qui dépendent des ministères de l'environnement et de la santé de tous les États membres, et que c'est dans ces réunions inter-experts, dans ces réunions techniques, qu'on prend les décisions par rapport à ça, et les recommandations qui sont transmises à la Commission européenne. Que les experts. Qui a conscience que, je ne sais plus, sur les 12 dernières années, peut-être sur les 10 dernières années, plus de 20 fois, la réunion a été infructueuse. Vous avez affaire là à un blocage organisé, entretenu. Le fait qu'il y ait différents pays qui soient impliqués, le fait qu'il y ait plusieurs chaînes de niveau d'évaluation, le fait que le public n'a aucune idée de ça, le fait que même parmi les politiques, seule la minorité qui s'est intéressée de près au mécanisme comprenne où ça se joue, tout ça participe à freiner, empêcher, retarder l'action réglementaire. On sait tout ça, le film Goliath le met bien en avant avec une scénarisation, mais ça reste une fiction, mais des reportages, des documentaires sur les manières de faire, sur la rhétorique lobbyiste. On les connaît. Comment aujourd'hui les politiques peuvent rester aveugles à ça ? Il y a chez les politiques une grande variété de niveaux de conscience. Certains en ont pleinement conscience, certains sont aveugles, certains choisissent d'être du côté de l'intérêt commercial, de défendre les intérêts à l'Assemblée. Et, par exemple, en tout cas pour les élus, la boussole numéro 1 n'est pas ce que dit tel ou tel expert, mais ce que disent les électeurs. Un problème ne sera, pour la majorité des politiques, un problème ne sera vraiment pris au sérieux que s'il y a une pression de la société qui est ressentie. C'est très difficile pour le corps électoral de faire le lien entre le problème qui va le tenir à cœur et l'élection. Au moment de l'élection, c'est le chaos, toutes sortes de choses arrivent, la campagne noie l'intérêt. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas directement une question de lobby, mais si, encore que. L'un des combats sur lesquels j'ai été le plus visible à l'Assemblée nationale, c'est celui pour la condition animale. Où le gros sujet le plus dur, c'est le secteur alimentaire.
bien, c'est plus dur que la chasse, et la chasse, c'est plus dur que les animaux dans les zoos. Les animaux dans les zoos, c'était à peu près le même niveau de difficulté que les animaux domestiques. Bon, en tout cas, l'alimentaire, c'est très, très dur, parce que les intérêts économiques sont phénoménaux, parce que ça s'attache à la culture, tout ce que vous voulez. Il y a sans arrêt une lutte avec des lobbies, mais aussi avec des acteurs syndicalistes, des acteurs culturels, etc. C'est permanent. C'est une lutte très dure. Toutes les enquêtes d'opinion vous montrent que le sujet animal, les citoyens en sont conscients, qui veulent que ça avance. C'est des scores écrasants, c'est des 80%, 90%, en finir avec la souffrance, en venir, etc. Bon. C'est vraiment un thème qui est populaire dans l'opinion publique. N'empêche que, aux dernières élections législatives, quasiment tous les députés qui étaient engagés sur ce sujet ont été éliminés. Quasiment tous. Exception notable, Bastien Lachaud, chez les Insoumis, qui est un vrai extrêmement solide défenseur des animaux. Mais tous les autres, quel que soit le parti, hein. Moi, moi pour les écologistes, Dimitri Houbron pour le parti majoritaire, Éric Diard chez les Républicains, etc., quelques autres encore, tous éliminés. Ça va bien plus loin que juste faire le travail en se disant qu'il va y avoir une récompense aux primes au travail dans la dénonciation au lobby et au courage. Ça va bien plus loin. Vous avez des questions de médiatisation, des questions de position, des questions de comment informer, des questions de comment mettre en scène. Des questions qui font que la politique, c'est pas juste une affaire, j'allais dire mathématique, de où est le mérite et qu'est-ce que vous faites et comment votre programme va remplir les intérêts. C'est aussi plein d'autres choses. Un membre du GIEC, François Gémen, faisait remarquer récemment que seul un quart des Français ont voté à la dernière présidentielle pour des partis présentant un programme compatible avec l'accord de Paris sur les émissions de gaz à effet de serre, ou un programme qui au moins tentait ou au moins faisait semblant de vouloir être sur une trajectoire bas carbone. Les 3/4 des Français ont voté pour des formations politiques qui ne faisaient même pas semblant de vouloir traiter le problème. C'est très dur de savoir comment répondre à ça. Alors on est sur deux problèmes différents entre la prise de conscience politique et citoyenne et comment s'engager citoyennement pour faire de la politique et élire des personnes qui représentent vraiment ce que l'on veut, et la manipulation avec des guillemets, quoique sur les différentes questions lobbyistes. Ouais. Les deux vont de pair, et un bon lobbyiste agit bien sur les deux tableaux. Il agit auprès des personnes de responsabilité et il agit auprès de l'opinion publique, des citoyens, et il est expert à savoir jouer sur les deux tableaux en même temps. Là, on peut reparler de doute, d'instiller ce doute-là. Peut-être qu'on peut le rapprocher du greenwashing ou de grosses multinationales qui mettent des étiquettes vertes sur leurs produits pour dire il y a moins de sucre, il y a moins d'huile de palme, il y a moins de ça. Tout ça, c'est quand même, il y a un laisser-faire par les politiques. Oui, bien souvent de bonne foi, de ce que j'ai pu voir. Le politique se dit des fois, bon ok, c'est pas la solution ultime, mais c'est un petit pas. Oh, ça va dans la bonne direction. Bon allez, je vais encourager. C'est un débat qu'on a très souvent, qui est très dur parfois. Par exemple, sur la loi climat-résilience adoptée l'an dernier par l'Assemblée nationale, les quelques députés écologiques que nous étions sont posés la question pendant une bonne semaine. Est-ce qu'on va voter pour? Est-ce qu'on va voter contre? Est-ce qu'on va s'abstenir? Avec un débat entre nous. Il y a des éléments qui vont dans la bonne direction, mais c'est loin d'être suffisant, etc. Est-ce qu'on vote pour en disant on va encourager ce qui va dans la bonne direction? Est-ce qu'on vote contre en disant que c'est globalement du greenwashing parce que ça ne répond pas à la solution? Est-ce qu'on va s'abstenir en disant voulant justement prendre position ni pour l'un ni pour l'autre? À la fin, on a voté contre. En tout cas, moi, oui, nous avons voté contre en disant le fait que ça prétende agir et qu'en fait ça ne fasse qu'une toute petite partie du chemin est nuisible parce que ça occupe l'espace qui aurait dû être réservé à la solution. Ça veut dire qu'on ne va pas remettre dans la foulée sur le tapis les choses pour vraiment faire la solution. C'est maintenant qu'il faut traiter le problème et donc le traiter avec l'ambition. Je vais reprendre un exemple que j'ai développé tout à l'heure dans la conférence, qui est celui du stockage de carbone. Il y a toute une industrie, recherche autour du stockage de carbone. Il y a des parties qui sont technologiquement encore débattues, discutées avec des arguments du genre des systèmes de capture de carbone au moment de l'extraction.
Personnellement, je suis encore méfiant par rapport à ça, mais je reconnais qu'il y a débat et qu'il ne faut pas exclure. Mais il y en a d'autres pour lesquels on a les éléments maintenant pour dire que c'est juste une escroquerie au plan économique et intellectuel, c'est la capture directe dans l'air. Parce qu'on n'arrivera jamais à avoir le niveau de densité d'appareils qui puisse être significatif pour lessiver ça dans l'air. La plus grosse centrale, là, pour l'instant, la centrale Orca en Islande, c'est un monstre en son domaine et elle arrive à absorber la production carbone d'un village de 300 habitants, quelque chose comme ça. Il faudrait couvrir le monde de centrales comme ça pour absorber le carbone dans l'air à un niveau suffisant. Et si vous faites ça, vous allez avoir d'autres problèmes. Où vous allez trouver les matériaux pour faire ça, les ingénieurs pour actionner ces centrales, vous vous retrouvez avec une cascade de problèmes en chaîne. Pourtant, l'industrie continue. Et là, vous avez cette nouvelle, et avec un gros écho médiatique des grandes compagnies aériennes dans le monde, en grande pompe, qui achètent une part pour 1 million de tonnes par an, ou pour 400 000 tonnes par an, je ne sais plus, de carbone dans l'avenir, dans cette nouvelle grosse centrale au Texas, qui capture de carbone directement et qui va le stocker en disant, ben voilà, on veut compenser nos émissions en achetant des parts là-dedans. Et comme ça, préparer la transition avant qu'on ait l'avion vert. Mais en tout cas, quand vous faites les calculs, le million de tonnes, c'est rien. C'est de l'ordre du millième des émissions carbone. On est sur la trajectoire, c'est l'exemple que je développais dans ma conférence. Votre fils dépensier qui dépense 10 000 euros par mois et qui, pour vous calmer, pour vous rassurer sur le fait que vous n'allez pas être complètement ruiné dans quelques années, vous dit qu'il dépense 10 000 euros par mois et il s'est engagé à mettre 10 euros par mois sur un compte d'épargne dans une banque qui n'existe pas encore. C'est ce niveau de foutage de gueule, excusez-moi pour l'expression, que l'industrie aéronautique est en train de nous servir. Et il n'y a pas de démenti dans les grands organes, ça passe complètement au travers parce que c'est abstrait. Et j'ai bien vu dans la conférence, on se dit 1 million de tonnes, ça ne fait pas tiquer, c'est derrière la couche technologique et tout ce que vous voulez. Quid de la prise de conscience politique, j'en reviens là parce que en tant que citoyen, on s'exprime par le vote, on essaye de faire évoluer les choses par le vote et par les petits gestes au quotidien. Mais si les politiques laissent faire ce genre d'initiative, s'ils ne le disent rien, comment en tant que citoyen on s'y retrouve et comment aujourd'hui la planète s'y retrouve en termes de changement climatique? D'abord, je suis convaincu que ça ne passera que par des transformations démocratiques. Je ne crois pas en la vision d'une imposition démocratique autoritaire. D'abord, c'est un fait expérimental vu partout que tous les régimes autoritaires, il y en a de plus en plus dans le monde, ils n'ont jamais été écologiquement vertueux. Mais on n'échappera pas à une régulation des démocraties pour autant. Et c'est là qu'on doit sortir de ces biais fallacieux habituels. On parle souvent de la liberté absolue, ça n'a pas de sens parce que le renard libre dans le poulailler libre, il va juste bouffer les poules. Vous avez besoin d'une régulation pour que les poules aussi aient droit à leur liberté. Pareil, la liberté de parole absolue, avec l'espoir que tout le monde pourrait comme ça parler et établir ainsi les vérités, c'est un leurre. Les intérêts privés ont beaucoup plus de moyens pour parler de façon bien plus forte que les intérêts publics. On est dans la situation où on dit ok, on va faire un débat démocratique entre acteurs et tout ça, allez-y, exprimez-vous tous les moyens. Et vous avez le gars qui a plus d'argent que les autres, qui achète un mégaphone phénoménal avec lequel il peut couvrir la voix de tous les autres sans exception. Voilà ce que c'est la liberté de parole si on la pousse à son comble. Alors évidemment qu'il faut des règles aussi sur la prise de parole dans l'espace public. Des règles sur la publicité, des règles sur les équilibres de temps de parole entre les parties, des règles sur l'information. Tout ça, ça fait partie de la régulation qui doit venir avec la liberté. Alors, il faut une dose de régulation, pas forcément des choses compliquées, loi Evin sur la publicité, c'est majeur. C'est un truc simple, participant de façon efficace à tout un ensemble. Est-ce que la régulation par la légifération fonctionne réellement ? Dans certaines langues, on appelle la France le pays de la loi, parce que la France passe tellement de temps à faire des lois, à se battre sur les lois, à changer de loi. Premièrement, on sous-estime dramatiquement l'importance de tout ce qui est le pouvoir réglementaire, administratif, exécutif dans la régulation. L'exécutif peut tout à fait détricoter complètement, à coup d'arrêté, une loi, même une bonne loi. Bon. Deuxièmement,
La loi est un outil qu'il faut utiliser avec parcimonie, ça c'est vrai. Il ne faut pas tant de lois que ça. Prenez la loi climat, on avait, il y avait 250 articles de loi si on comptait les bis, les terres et tout ça. Alors dans tous les... On n'en demandait pas tant. Nous, on voulait genre 10 articles. 10 articles efficaces. Pas les 250 qui allaient dans toutes les directions et ainsi de suite. Bon. Une loi est faite pour être rare et pour durer. C'est normal qu'on passe beaucoup de temps sur une loi. Normalement, elle est là après, elle doit être... l'esprit de la loi doit compter, les débats qui ont eu lieu doivent compter, et ainsi de suite. Et maintenant, ça doit juste être considéré comme une brique dans le mur. Dans ce mur, il y a les lois, il y a les actions administratives, il y a aussi l'action culturelle, les savoir-faire, la mise en œuvre, etc. etc. Sur le domaine des transitions écologiques, vous pouvez le voir comme un domaine politique, comme ça a été mon engagement. Vous pouvez aussi le voir comme un domaine culturel, comme un domaine scientifique, comme un domaine associatif. Insistons là-dessus. Les mouvements écologistes, par rapport à tous les autres mouvements là, sont singuliers par la quantité d'associations et d'engagements citoyens. Et c'est là, j'ai pu l'expérimenter au Parlement, c'est là que vous avez la compétence technique, bien souvent, sur les sujets. Le savoir-faire par rapport aux questions réglementaires, par rapport aux questions de lobby, vous arrivez ça, il y a tout un et même des questions de doctrine, dans le bon sens du terme, des questions idéologiques très fortes. Sur les questions, par exemple, qui me sont chères d'alimentation, de consommation de viande et tout ça, les associations étaient bien plus au point bien avant les partis politiques. J'en discutais récemment avec des personnalités comme Brigitte Gauthier. Il y a 10 ans, les positions de L214 faisaient sursauter, voire rigoler les responsables des partis politiques quand ils les entendaient. Mais vous vous rendez compte, on est un parti politique, on ne va pas s'occuper de ce qu'il y a dans l'assiette des citoyens. Aujourd'hui, c'est dans le programme des Verts. Le chemin qui a été parcouru est en partie dû à ce transfert de compétences depuis le mouvement associatif toujours renouvelé vers les partis. Donc ce sont des acteurs majeurs. Maintenant, ils vont de pair et ils sont complémentaires. Aujourd'hui, bien souvent, la perception de beaucoup de personnalités, de personnes citoyens, c'est l'écologie politique, c'est compliqué, ils se battent sans arrêt, on ne les comprend pas trop, ils ont leurs bizarreries, ils passent 80% de leur temps à régler leurs problèmes internes, ce qui n'est pas faux. Ils ont des positions qu'on ne comprend pas, ils mélangent les choses, etc., etc. Je vais plutôt me tourner vers le mouvement associatif qui est dynamique, qui est plus radical, etc., etc. Oui, mais sans influence politique, pas de crédit, pas de changement de loi, pas de budget qui sont votés, pas de mise en œuvre. Donc il y a une complémentarité indispensable entre l'action politique et l'action associative. Oui, ça reste du lobbyisme aussi, quelque part. Le tissu associatif qui s'engage. Absolument. Alors, le mot neutre, c'est pour ça, quand on dit lobby, c'est chargé péjorativement, mais le bon mot neutre, c'est représentant d'intérêt et travail d'influence. Et oui, le travail d'influence de L214, c'est un travail d'influence. Au même titre, on peut dire que le travail d'influence de telle grande compagnie agroalimentaire qui vous explique que sans élevage intensif, on ne pourra pas nourrir la planète. Enfin, c'est intéressant d'utiliser les armes qui fonctionnent, puisqu'on sait très bien comment fonctionnent les lobbies, autant se servir de leur rhétorique. L'histoire que nous racontent les marchands de doute, donc un ouvrage indispensable à une action écologico-politique bien éclairée, c'est l'histoire de mouvements très bien organisés, avec des acteurs de nature différente qui tous jouent leur rôle. Des gens qui sont experts en droit, des gens qui sont experts en complexité politique, des scientifiques de haut niveau, des personnes qui, pour différentes raisons, voient cet intérêt commun, pour des raisons différentes. Pour les uns, c'est des intérêts économiques, pour les autres, c'est des questions idéologiques, mais qui ont cette collision d'intérêts et qui fournissent tout un ensemble remarquablement organisé, remarquablement efficace, remarquablement intelligent, dont nous devons apprendre aussi en matière d'organisation. Est-ce que justement la présence de lobby, j'en reviens au Parlement, puisque c'est quand même un exemple criant de ce qui peut se passer, est-ce que la présence des lobbies au Parlement est normale, qu'elle soit positive ou négative? Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les azous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales.
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale, voilà le zazou, voilà le zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. À votre tour, un de ces jours, vous serez tous zazou comme eux, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou, il est zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié, un de ces jours ça vous prendra. Est-ce que la présence des lobbies au Parlement est normale, qu'elle soit positive ou négative ? D'abord, je vous rappelle qu'un ministre de l'écologie récemment a démissionné le lendemain d'une réunion à l'Élysée où il a constaté qu'il n'y avait pas que lui et un scientifique qui étaient invités à la réunion, mais aussi un célèbre lobbyiste de la chasse. Bon, sans qu'il en soit au courant et qui visiblement avait avant la réunion eu une longue et bonne discussion avec le président de la République. Vous me parlez des lobbies à l'Assemblée nationale, mais j'aimerais bien vous rappeler que la France est un pays de parlement faible aujourd'hui, en 5e République, et que le pouvoir est bien plus du côté de l'exécutif que du côté parlementaire. Et les lobbies le savent et mettent encore plus d'énergie dans leur lobby du pouvoir exécutif que du pouvoir parlementaire. Oui, on pourrait reparler d'Uber et de plein d'autres sujets un peu chauds du moment, effectivement. Mais alors, c'est quoi la conclusion de tout ça ? Les lobbies sont hyper forts, les parlementaires beaucoup moins forts parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens peut-être. On va parler de 6ème République, forcément, à un moment, le sujet va arriver. Oui, moi je crois que la 5e République a fait son temps. Maintenant, la 6ème République n'est pas une incantation ou un mot miracle, ça dépend de ce qu'on met derrière. Ça veut dire revenir à un régime parlementaire fort tout en tirant le retour d'expérience de la 4ème République. Ça veut dire tout un travail construit, élaboré. Constitution, c'est pas quelque chose qui se construit facilement, c'est quelque chose qui se travaille avec des experts en droit constitutionnel, dans lequel on met des valeurs aussi, c'est toute une affaire. Politique, technique et culturelle. Politique au sens où ça viendra de le désir de vouloir organiser la société, la façon d'entraîner les gens. Le fait que j'ai pas réussi à être réélu vous montre que j'ai encore bien des progrès à faire malgré mon expérience là-dedans. Une bataille technique aussi parce qu'il faudra des experts, des gens de très haut niveau, très haute technicité là-dedans. Et culturelle, parce que c'est ça qui lie les gens, qui lie les luttes, qui participe à faire que les choses sont admissibles ou pas, qui fait bouger la fenêtre d'Overton de ce qui est acceptable ou pas dans l'action politique. Est-ce que si on arrêtait de voter le dimanche à l'arrivée des beaux jours, ça pourrait changer quelque chose à votre avis ? Personnellement, je suis favorable au vote obligatoire. Il y a de mauvaises raisons et de bonnes raisons pour cela. La mauvaise raison, c'est de dire que ça fera baisser l'abstention. C'est pas en soi une super bonne raison, mais il y a une raison qui pour moi est plus fondamentale et plus importante, telle que c'est décortiqué dans un rapport de Terra Nova d'il y a quelque temps. C'est que ça évite le biais sociétal de vote. On sait que certaines catégories socio-professionnelles, certaines communautés votent plus que les autres. Vous êtes politique, vous savez que les retraités votent plus que les étudiants, mais beaucoup plus et systématiquement. Vous savez que les quartiers aisés votent plus que les quartiers populaires. Même si vous êtes sincère dans votre engagement, est-ce que ça n'influe pas sur vous ? Bien évidemment que ça distord toute l'action politique. Je me souviens de mon petit déjeuner en tant que jeune député avec un ancien Premier ministre qui me dit « Faites attention aux retraités. Faites attention aux retraités. Ils votent. » Vous voyez le biais que ça représente considérable dans l'action politique par ce jeu du vote. Alors là, je vais faire appel à vos compétences de mathématicien. Statistiquement, on sait bien que les retraités, ils vont pas rester très longtemps. Les jeunes qui ont pris l'habitude de ne pas voter, ils vont sûrement continuer à ne pas voter. Qu'est-ce qui se passe dans quelques années quand on atteint 70% d'abstention ? Moi, je n'adhère pas à cette thèse. Je pense que les jeunes qui aujourd'hui ne votent pas prendront l'habitude plus tard de voter.
Retraité, vous avez plus de temps, beaucoup, parfois vous avez perdu des illusions, parfois vous avez... mais vraiment, c'est dans une maison de retraite, dans un EHPAD, les élections, c'est un sujet de discussion entre soi, c'est une sortie, c'est quelque chose qui vous occupe, par quoi vous discutez, c'est un vrai sujet de conversation. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous vous dites je ne vais pas discuter de politique, c'est ringard, j'ai autre chose à faire, je vais aller m'amuser, je vais aller au concert, je vais aller tout ça, l'élection on verra après, de toute façon c'est pas eux qui changeront le monde. Mais vous êtes assigné à résidence dans un EHPAD, vous manquez de distraction, vous avez l'impression qu'on vous oublie, vous avez cette sensation que le monde ne s'occupe pas assez de vous. L'élection, ça devient un événement que vous allez considérer avec sérieux. Mais il y a quand même de plus en plus d'abstention, on est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus d'abstention, mais vous regardez les participations des retraités, ça, je crois, c'est une valeur sûre. Et peut-être pour terminer, revenir sur le sujet aujourd'hui du doute et des lobbies. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement pour que ça change, nous, en tant que citoyens ? C'est j'allais dire une guerre totale, mais en tout cas, c'est une bataille totale. C'est quelque chose dans lequel il faut être engagé en tant que citoyen, avec son cercle d'amis, dans ses lectures, dans la façon dont on parle à ses enfants, etc., etc. C'est une bataille dans laquelle il faut être aussi actif au plan politique et se poser la question, essayer de, le produit que j'achète, faire le lien avec la cause qui me tient à cœur. Le parti pour lequel je vote, faire le lien avec l'évaluation sur tel ou tel indicateur, vérifier que le député a fait le job sur les thèmes qui me tiennent à cœur. Ça, c'est un vrai exercice délicat. Un ministre avec qui dont j'étais assez proche, même si on était sur des positions politiques très différentes sur certains sujets, me disait: citoyen de bonheur, consommateur, passer le quart d'heure. On se lève en se disant, grande résolution, je vais être attentif et tout ça. Et puis on se retrouve un quart d'heure plus tard dans le supermarché en se disant, ah oui, mais ça c'est moins cher, ou là c'est un produit, je vais l'acheter sans me poser la question, est-ce que la filière est éthique, est-ce que c'est local, est-ce que c'est écolo, etc., etc. Sa conclusion, c'était: on ne peut pas aller contre le marché, il faut tenir compte du consommateur. Ma conclusion, c'est pour ça qu'il faut réglementer, pas croire, parce qu'on a nos préoccupations de biocognitif et tout ça, pas croire que ça va juste se faire, comme ça. Parfois, c'est des choses qui sont des revers durs. Malgré tous les revers, il faut avoir, la conviction que l'histoire, malgré tout ça, est de notre côté, que la science est de notre côté et qu'il ne faut jamais se décourager. Alors vous me relancez, juste une question sur le sujet, puisque vous parlez des consommateurs et des supermarchés, des grandes surfaces. Il y a tout un système d'étiquetage qui est pour protéger le consommateur et le rendre conscient de ce qu'il consomme. Mais on a vu là très, très récemment qu'on peut rebouger cette limite-là en réintroduisant des produits qui ne sont pas forcément bons pour les consommateurs, sans forcément le dire pour ne pas refaire l'étiquetage parce que ça coûterait de l'argent, pour des questions de manque d'huile ou de manque de produits. Là aussi, la loi, elle est malléable quelque part. On apprend à l'école que exécutif, législatif sont des pouvoirs séparés. On voit, quand on est dans le système, que c'est faux. Et effectivement, après, il y a toutes sortes aussi de possibilités, d'astuces pour tordre la loi. Parfois, ce sont des exceptions. On l'a vu pour les néonicotinoïdes, des exceptions au niveau réglementaire européen, tout ce que vous voulez. Parfois, ce sont des mécanismes plus subtils. Vous parliez d'élevage, quelque chose qui était absolument désolant. C'était combien les alertes à la grippe aviaire ont provoqué des abattages massifs de volailles et aussi d'autres élevages de volailles qui étaient condamnés à la réclusion alors que c'était des élevages plein air de volailles habituées à être en plein air et que le consommateur achète en croyant que c'est du plein air. Plein de volailles que vous allez acheter dans les temps qui viennent en croyant que c'est du plein air sont en fait été emprisonnées par décret ministériel pour protéger l'ensemble du système de la grippe aviaire. C'est une honte. C'est à la fois
un déni d'information du consommateur, un coût porté aux filières exigeantes, démocratiquement quelque chose qui est terrible. Au plan scientifique, c'est très contesté la question de la propagation de la grippe aviaire et comment ça se fait. En tout cas, quand on regarde le ratio et aujourd'hui la quantité qui est en élevage intensif par rapport à la petite portion qui est en élevage de plein air. Mais c'est comme ça, ce genre de choses peut être désolant. En tout cas, c'est notre devoir aussi d'alerter, de critiquer là-dessus. Au-delà de la cause, au-delà de l'enjeu, ce sont des sujets qui, en tant que sujets humains, sont passionnants. Dans cette interface entre pouvoir politique, expertise scientifique, questions culturelles. Pour moi, qui suis un scientifique de formation très versé dans les questions de culture et qui me suis retrouvé à faire de la politique, je dirais, j'y trouve des choses qui résonnent avec toutes les différentes époques de mon parcours. En conclusion, on pourrait dire qu'on se renseigne, on se cultive, justement, on lit. Vous avez donné beaucoup d'exemples de lecture. J'ai beaucoup aimé Algues vertes pour l'avoir lu et ça m'a complètement emporté dans ce combat lobbyiste-là et politique également. Le film Goliath, il y a tout un tas d'ouvrages, donc voilà, on lit. On lit, ça c'est quelque chose, mais aussi quand on est politique, ça c'est quelque chose que j'ai compris à mi-mandat, à peu près. Qu'en politique, on peut facilement se faire bouffer par les questions de savoir, bouffer complètement par les questions des alliances, des contre-coups, avec qui on fait, contre qui on fait, etc., et d'oublier le fond. Et à peu près à mi-mandat, aussi sous l'influence de certaines causes que j'ai portées, sous l'influence de mon parcours scientifique, sous l'influence de Delphine Batteau, avec qui m'a beaucoup transmis en termes d'action politique et tout ça, j'ai compris qu'il fallait au contraire passer un temps considérable à se documenter, lire, trouver les sources, acquérir les bouquins, chercher les experts sur tous les sujets. Donc à partir du mi-mandat, ça a été un de mes traits d'action, d'insister énormément sur la documentation, aussi bien le court terme, se tenir au courant des articles de journaux, de ce qui paraît, lire régulièrement certains journaux pour voir l'actualité politique, culturelle, mais aussi aller en profondeur, lire les ouvrages qui vont dans le fond. Vous citez Algues vertes, c'est un modèle. La forme est très facile d'accès, mais c'est très documenté et vous avez les sources et les explications. Vous pouvez vérifier. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez vérifier. Vous avez des trucs, c'est incroyable. Vous dites comment c'est possible en démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous êtes beaucoup mieux informé de l'avoir lu directement ou d'avoir discuté avec un acteur, un auteur engagé, que d'avoir simplement repris un élément de programme de parti, un élément de langage qui est passé par le conseiller d'un groupe, etc. Aller directement aux sources autant que possible. Ce sera une très belle phrase de fin. Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Tu te souviens du mois de mai où l'on chantait pour des idées envolées, évaporées, envolées, évaporées. Tous les concerts de Frank Zappa, ça jouait pas à la papa, envolé, évaporé, envolé, évaporé. On allait souvent au ciné, près de la rue des Maraîchers, envolé, évaporé, envolé, évaporé. Souviens-tu de ce quartier, du boucher, de l'épicier, envolé, évaporé, envolé, évaporé. Parti sans laisser d'adresse, sans bouée et sans SOS, Félix Potin sans baratin, les allées du supermarché. Félix Potin sans baratin, les allées du supermarché, les allées du supermarché.
Voilà, je vous avais dit, c'était un bon morceau, cet entretien autour des lobbies. Bon, bah, bien entendu, vous grattez, vous allez chercher plus loin, comme d'habitude. On poursuit avec Octoplus. Octoplus, ce sont des entretiens de personnes de 80 ans et plus, des portraits, pour qu'ils nous racontent un petit peu leur vie et puis qu'ils nous transmettent surtout, surtout des éléments de la petite histoire, comme on a l'habitude de l'appeler. Des tranches de vie, voilà, c'est toujours passionnant. Enfin, moi, ça me passionne, en tout cas. Octoplus, c'est un podcast à part entière que vous pouvez retrouver très bientôt sur toutes les plateformes. Ah, ma rencontre avec papy. Eh bien, là-bas, en Algérie, en fait, ça se dit comme ça. Dans tous les quartiers, pendant l'été, il y avait les fêtes de quartier. Comme ici à Saint-Jean-de-Luz, les fêtes de quartier. Et moi, c'est mes parents qui nous accompagnaient. On n'allait pas comme ça au ballet. Mes parents nous amenaient au quartier. Et j'allais à tous les quartiers. Il y avait Boulanger, Choupeau, Eckmühl, Lambarine, tout ça. Tous ces quartiers, pendant l'été, chaque week-end, c'était un quartier qui faisait la fête du village. Et là, quand je rencontrais papy, c'était Eckmühl. Un quartier nous on habitait mes deux boulangers, il y avait mes boulangers, Choupeau, il y avait d'autres trucs, et après il y avait Eckmühl. Et papy, comme il venait des villages, quand il y avait les balles dans les autres villages, il venait en car ou entre copains, en voiture comme ça. Et c'est dans un bal à Eckmühl, un jour on dansait, toujours on a dansé, et un beau jour, un soir, au bal, moi il y avait un groupe, et j'avais une copine. Émilie, qui est déjà décédée aussi. Garcia, j'avais une grande amie. Et quand on allait, le samedi, si c'était la fête avec nous, on dormait chez elle. C'est ses parents qui nous amenaient au bal. Quand c'était ailleurs, c'était mes parents qui nous amenaient au bal. Et ce soir-là, on était avec nous, c'était la fête dans son quartier. Et on faisait le tour. Après le bal, on se promenait comme ça, comme les jeunes, pour rigoler un peu. Et elle me dit, mon Dieu, elle dit, tout ce groupe que tu vois là-bas, je les connais tous. Elle me dit, ils sont pas d'ici, ils sont d'Inde turque. Je dis, quoi les Turcs? Parce qu'elle avait des parents en Inde turque, des oncles. Elle dit, tous ceux-là, ils sont d'Inde turque. Et il y avait, eux, c'était un groupe de gars, donc ils étaient 5 à peu près. Et parmi eux, ces 5, il y avait 2 filles. Et je dis, toi, tu connais les garçons qu'il y a là? Elle me dit, oui. Je dis, mais moi, je connais les filles qui sont en train de parler avec eux. Ah, tu les connais? J'ai dit, bien sûr. Je vais te dire, une des 2, je lui ai prêté ma robe de mariée pour se marier à cette fille-là. Tu vois des coïncidences. Alors, on s'est arrêté, quand elle m'a vu Christiane et Sylvie, enfin, s'est embrassé, et les garçons, pareil. Ils ont dit, là. Et parmi ces 5, là, il y avait papy. Ceux du village, une Inde turque. Et ma copine, elle me dit, tu sais, moi je les connais, tout cela. Je lui dis, ben, si tu les connais, c'est bien, mais si on danse, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ils nous avaient invités de suite à danser. Alors, ça fait que du coup, on avait passé la soirée, on discutait, à danser. Et je me rappelle de cette époque-là. Figure-toi que moi, ma cousine était déjà au Maroc. Et avec mon frère et mon frère Jean-Pierre, mes parents avaient décidé, et on avait décidé tous ensemble, qu'on devait passer 1 mois au Maroc chez ma cousine. On avait fait les passeports et tout pour partir au Maroc, pour aller passer quelques jours chez ma cousine, qui est toujours là-bas. Tiens, je vais te montrer sa photo là maintenant. Elle était là-bas au Maroc, on allait partir. Et la veille, ce jour-là qu'on s'était rencontrés, qu'on dansait tout ça, on parlait de ça. Alors il m'avait demandé, papy m'avait demandé, quelle fête vous allez aller après plus? La semaine prochaine, c'est la fête à tel endroit, vous avez... Ah, je dis, moi non, je m'en vais au Maroc. Oh, vous allez au Maroc? J'ai dit, oui, on va faire un voyage avec mon frère, je pars au Maroc, je ne serai pas là. J'avais 21, 22 ans. Et figure-toi que bon, le voyage au Maroc est tombé dans l'eau. Les Arabes ils s'étaient révoltés là-bas au Maroc. On ne pouvait plus rentrer au Maroc. Alors on n'est pas partis. Et il y avait eu la fête à Delmonte. Et moi j'étais partie avec mes amis, j'étais partie à la fête à Delmonte. Et on a fait passer la soirée, tout ça. Et Émilie, elle m'a dit, tiens, ils sont tous là, mais il en manque 2, ils sont pas. Et elle s'était approchée des connaissances, des petits cousins qu'elle avait. Alors il dit, oui, elle n'est pas là, parce qu'elle dit elle dit, non, elle n'est pas partie au Maroc, elle est là. Et papy, comme il savait que je partais, qu'il avait fait connaissance avec moi, il n'avait pas voulu venir au bal.
Moi, j'étais au bal, mais lui, il dormait dans la voiture qu'ils avaient louée, ou je ne sais pas, un truc. Et les autres, quand ils sont revenus, ils ont dit, eh ben, il était au bal. Après, il me l'a dit. Ça s'est dit après. Hein. Après, il me l'a dit, eh ben, toi, tu étais en train de danser, moi, j'étais en train de dormir à tel endroit. Vous avez pu garer la voiture, parce que c'est pareil, dans une grande ville, tu sais, il y avait les stations, les voitures partout. Ça fait qu'on ne s'était pas vu là. Et alors, il m'a dit, après, on avait pu par quelqu'un d'autre, il y avait la fête à une turque au village. Et moi, j'avais dit à Émilie, je lui ai écouté. Il dit, écoute, je vais tout faire pour que ma tante, ma cousine, elle nous invite à la fête, comme ça tu pourras venir à la fête d'une turque. Du coup, elle m'a fait inviter par ses cousins, et je suis partie à la fête d'une turque. Et j'ai retrouvé papy là-bas, puisqu'il était du village. Il était du village. Après, on se donnait rendez-vous d'une fête à l'autre. On se rencontrait comme ça, d'une fête à l'autre, hein, d'un quartier à l'autre. On savait qu'il y avait tel endroit à Sainte-Eugène, il y avait la fête, qu'on allait aller à la fête. On restait en relation que comme ça. Hein. Tous les couples, quand ils se connaissent, tu sais, avant, il y avait un certain respect entre le couple. La fille, elle n'était pas libre comme maintenant. Hein. On n'était plus les femmes et tout ça, on se tenait. Tu voyais pas cette... Comme maintenant, tu vois ces femmes dans les bars et tout ça. Là-bas, tu ne voyais pas ça. Hein. La fille, c'était la femme, elle devait se tenir. Elle était toujours à carreau. Et si elle avait des frères, encore, j'avais les frères comme gendarmes derrière. Hein. C'est comme ça. Moi, non, parce que mon frère jamais. Mais quand tu faisais quelque chose, c'était réfléchi. Avant de tomber dans le conduit, c'était réfléchi. Parce que moi, je vais te dire, moi, quand j'étais jeune, comme tous les jeunes, toujours on parle, on dit... Moi, je ne voulais pas me marier avec un villageois. Ah, moi, les villages, moi, je ne veux pas des villages. Ma mère, elle me disait, mais Christiane, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je ne veux pas des villageois parce que j'allais au village. Là-bas où elle avait ma cousine et tout ça, on discutait tout ça. Après, moi, le villageois. Je ne veux pas les gars du village et je ne veux pas un marin. J'ai horreur des marins. Je ne pouvais pas voir les marins. Quand j'étais dans un bal qui venait m'inviter, mais si s'approchait un marin m'invitait, moi je ne sortais pas danser. De fil en aiguille, on se voyait de balle en balle, comme je te dis tout à l'heure. Et un beau jour, il me dit, j'ai fait l'armée dans la marine. Je suis marin. Oh, purée. Toi, t'es marin, ouais. Et t'es villageois aussi. Maman. Et je lui dis à ma mère, elle dit, tu vois, Christiane? Alors, en espagnol, il y a un proverbe qui dit, no que es uno, ni que es otro, ni nosotros, tu n'en vales pas un, tu n'en vales pas un, mais tu t'en vales les deux à la fois. Elle me disait, tu vas tomber dans le collet. Et moi, j'ai dit, tu te penses que moi, je lui parlais un petit peu quand j'allais danser. On se confiait à la mère, toujours, on parlait. Et un beau jour, j'ai dit, écoute, je ne sais pas, mais de toutes les façons, elle ne va pas rester dans le village. Hein. Moi, j'étais le village marin, tiens, la photo là, en marin là. Et le bateau, il a servi toute sa période de ce Duquesne. Il a vécu ses 18 mois d'armée dans ce Duquesne, dans ce bateau-là. Un beau jour, il a dit, bon, écoute, on ne va pas rester en train de parler, ou on s'arrange, ou on se sépare, toi tu vas d'un côté, moi de l'autre, et c'est fini. Hein. Et finalement, on a fait connaissance des parents, on a été se visiter, on s'est fiancés, on s'est mariés, voilà. Écoute, j'ai 90 ans, j'avais 24. J'allais faire 24 ans, 25 ans quand je me suis mariée, alors ça fait 70 plus. C'est le destin. Papy travaillait toute la semaine au champ avec son père. Il me disait que le samedi soir, pour se doucher, se préparer pour le dimanche, profiter du dimanche au village, quoi. Ou alors, s'il y avait une fête dans les villages, ils venaient dans les villages quand ils avaient l'occasion, parce que tout le monde n'avait pas de voiture non plus. Hein. Il y en a beaucoup qui se faisaient tout à pied. Hein. Alors, chaque fois, on s'est rencontrés comme ça. Jusqu'au jour où on s'est décidé, les parents, ils sont venus voir mes parents, et c'était comme ça, c'était autrement, et voilà. Ça s'est décidé comme ça, on a commencé à se fréquenter. Et entre-temps, papy, déjà pour le travail, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, lui, il n'avait jamais travaillé aucun endroit que chez son père. Et nous, mon père, par les connaissances de la prison, il a dit, c'est pas gai, c'est la prison, mais je connais pas mal de monde, tout ça, si tu veux essayer de faire un concours. Parce que papy avait dit, moi, je n'ai pas été jusqu'au certificat pour faire un concours et tout ça. Il dit, écoute, on va tenter le coup, hein. Moi, je vais voir. Et c'est comme ça s'est passé comme ça. Il a commencé à étudier, papy, à revoir beaucoup de choses.
Il a passé l'examen, il a eu l'examen, il a été reçu, il a été pris comme surveillant de prison. Et c'est parti de là son deuxième métier. C'est comme ça qu'il a fait son deuxième métier. Et tonton Pierre-Paul, c'était pareil. Tonton Pierre-Paul, lui c'était un mécanique, un très mécanicien. Son père, il avait un garage. Et ils étaient toujours père et fils à travailler dans ce garage-là. Et Pierre-Paul était, un beau jour, il a connu Tati Hélène. Il a fait connaissance de Tati Hélène. Mais c'est pareil, quand tu travailles avec les parents, c'est plus la même vie. Alors ça a commencé kiki. Mon père, il lui avait dit, écoute, tu veux pas avoir une tenue? Parce que mon père, il était brave. Et il connaissait beaucoup parce qu'on... Alors, il avait dit, pourquoi pas pour si. Il a dit, écoute, tu n'as qu'à te mettre au boulot, essayer de revoir un peu et on va s'occuper. Il est rentré comme ça. Il dit, quand tu vas demander à partir de faire l'armée, tu demandes la gendarmerie. Et c'est comme ça que tonton Pierre-Paul est rentré dans la gendarmerie. Et de bouche à oreille, tu sais comment on dit, ici ils disent ça le piston, mais partout ça marchait le piston. Quand tu connaissais quelqu'un, tu recommandais quelqu'un, et ça se faisait comme ça. Il a eu sa situation dans la gendarmerie. Pourquoi? Parce que il a voulu quitter son père aussi. Il ne pouvait plus travailler avec son père, il ne pouvait pas vivre de famille. Et voilà, c'était comme ça, et c'est tout. Hein. On n'a jamais connu de voiture ni rien pour l'école. Hein. On suivait toujours l'école à pied parce qu'on n'était pas loin des lycées. Hein. Moi, à l'école à Oran, c'était pareil. J'avais une maîtresse qui, les 3 quarts du temps, elle était toujours malade, mais enfin, on faisait les cours quand même. J'allais à l'école à pied. Et après, quand j'allais à l'école de coupe et couture, là, j'ai commencé à avoir un abonnement au tram pour prendre parce que c'était déjà le centre-ville et c'était assez éloigné. Mais quand je pouvais, je le faisais à pied. Je passais devant l'école Ardaillon où il allait mon frère au lycée. Lui, il a été au lycée jusqu'en dernier. C'est celui qui a suivi le plus d'études. On est allé à l'école Magnan, à Boulanger. Là, j'allais de chez moi à pied. Après, j'allais à la Cité Petit, à l'école religieuse, les dames africaines. Les dames africaines, comme elles savaient que j'habitais, on appelle le quartier Médioni. J'habitais la rue Saint-Général Mangin. La rue où j'habitais, où on avait mes parents, où la boulangerie. Hein. Et de là, je montais jusqu'à Eckmühl. On montait à la Cité Petit. Et là, c'est les religieuses, elles me prenaient le matin au coin de la rue, devant chez monsieur et madame Prière, qui avaient un truc de poids et mesure. Elles avaient les voitures. Elles étaient 2 sœurs, madame Ferrer, madame Vaté. Elles me prenaient à moi, Arlette Rubiani, c'était des Italiens, les parents, Arlette Rubiani et Yves Rodriguez. Elles nous prenaient 3, toujours dans la voiture là. Et elles nous emmenaient à l'école avec elles, et le soir, elles nous ramenaient et nous laissaient au coin. Et j'allais à l'école, c'était petit. Et elles allaient du côté de Delmonte. Elles avaient les dortoirs du côté de Delmonte. Mais là, l'école, c'était petit, elles avaient un appartement où elles pouvaient manger, tout ça. Et nous, on mangeait aussi, on portait notre manger, on mangeait avec elles. Ça, c'était petit. Donc, j'ai fait l'école Magnan, là, c'était petit. La maternelle, j'étais là-bas des Cartes, au village, un petit village d'où j'habitais. Et après, c'était l'école de coupe et couture à Oran, même en centre-ville d'Oran. C'est là que je prenais le tram pour aller à l'école de coupe et couture. Et la patronne de l'école de coupe et couture, son mari était commandant de gendarmerie. Et elle avait un appartement en plein centre, en face du prise unique, elle avait l'appartement. Voilà, ça me revient. Je travaillais dans un atelier. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un atelier chez mademoiselle Almanza. À la rue Loumel, en plein centre d'Oran aussi. Là aussi, je prenais le bus. Parce que ça faisait loin pour faire le 4 fois par jour, ça me faisait beaucoup. Là, je prenais le tram. Là, il y avait ça encore. Hein. Là-bas en Algérie, à Oran, il y avait ça. Après, je me suis mariée. Et j'ai revu mademoiselle Lola, elle était vieille fille, et s'était mariée près avec un veuf. Et elle avait acheté ils avaient acheté un bar en pleine mer, là-bas du côté des nains turcs. J'avais été la voir, je savais qu'elle s'était mariée, j'avais été la voir où elles avaient acheté le bar. Comment s'appelait ce village après les nains turcs? Bousfer. À Oran, il y avait le port d'Oran. Après, il y avait le port de Charles de Gaulle à Kébir. Ça, c'était le port militaire. Hein. Kébir, il y avait une nain turque. Une nain turque, Bousfer. Ça, c'était toute la côte de la Méditerranée. Hein. Après, on est rentré ici en France, et voilà. Hein. J'ai habité Eckmühl. Souvenir. Mon père, de son métier, c'était boulanger. Ma mère, elle travaillait toujours, elle faisait garde d'enfants chez les riches.
Là-bas, il y avait les riches, les colons d'ici, de France. Ils avaient là-bas des propriétés, les colons, ceux qui étaient là-bas en Algérie, qui parlent des pieds noirs. C'est ceux-là qui exploitaient les Arabes. C'est les vrais Français qui se sont enrichis là-bas. Parce que nous, on se serait toujours accordé avec les pieds noirs. Les pieds noirs, ils étaient toujours accordés avec les Arabes. C'est vrai Français, là, c'est ça. Tu sais, ils voyaient que ça, que l'argent, hein. Ma mère, elle servait. Mon oncle, lui, il a toujours travaillé, le frère à ma mère, qui est mort ici à Moissac, là. Lui, il était tout jeune, il a travaillé chez des propriétaires comme ça. Mon oncle, il travaillait les terres, il faisait les vendanges, les labours et tout ce qu'il fallait faire à la terre. Et ma mère, elle servait de bonne aux propriétaires comme ça, aux riches. Elle leur faisait le ménage, elle s'occupait des enfants et tout ça. Et après, elle a connu mon père. Mon père, elle a connu quand son frère, il avait acheté l'épicerie à Descartes. Mon père, il travaillait chez son frère comme boulanger. Et ma mère, en allant faire les commissions là, dans ce village, elle a connu mon père comme ça. Et elle s'est mariée avec mon père. J'étais que 2 frères. Mon oncle et mon père, ils étaient que 2 frères. Ils vivent encore, ils étaient que 2 frères. Alors là, mon oncle, il avait acheté une épicerie à la Mauricière, un village à côté. Et mon père, il était parti travailler à la Mauricière aussi. Ma mère, elle servait au comptoir, elle servait. Et moi, je suis née à la Mauricière. Mon frère Jean-Pierre, il est né à la Mauricière aussi. Lucienne, non. Lucienne, elle est née au Roi. Ma mère, elle avait eu 2 œufs. Elle a eu un enfant, il s'appelait Gilbert. Beau comme un... Elle avait des photos. Il est mort à 1 an et 15 jours. L'aîné. C'était pas moi l'aîné chez mes parents. Après, moi, je suis née. Après, mon frère Jean-Pierre, Hélène, Lucienne. Et après, elle a vu Joseph. Et Joseph, il est décédé aussi. C'était pendant le truc de la guerre. Lui, Joseph aussi, il était mort jeune. Moi, je ne me rappelle pas trop. Mais je me souviens que ma mère, après, nous en parlait toujours. Et c'est tout, c'est vrai français, là, c'est tout qu'ils ont fichu le truc là-bas en Algérie. Ça fait que mon père, il travaillait chez Châtain. Ma mère, elle travaillait chez Châtain comme domestique, il gardait les enfants et tout ça. Et mon père, il travaillait à la boulangerie chez son frère. Et elle s'est connue comme ça, Descartes, et ils se sont mariés à Descartes. Et là, mon oncle, il avait acheté à la Mauricière, on était partis à la Mauricière pendant un certain temps. Ma mère, elle a servi là-bas à la Mauricière et tout ça. Et après, on est revenu sur Descartes. Mon oncle avait vendu là-bas. Et mon oncle, il faisait toujours ça. C'était acheter les commerces et vendre les commerces. Et on est parti sur Oran comme ça. Mon oncle, il avait acheté à Oran. Mon père, il a suivi son frère parce qu'il suivait toujours son frère et ses neveux. Mon oncle, il avait déjà acheté une boulangerie là-bas à Oran. Les pâtisseries. Je te parlais d'une grande pâtisserie. Mon père était parti travailler, mais au bout d'un certain temps, ma mère, elle était plus contente de la façon qu'il avait de faire avec son frère. Moi, je dis un jour, je vais leur dire à cela ce que je pense d'eux. Mon père, il me dit, si tu parles, toi, je vais te... Je dis, mais si je parle, je ne le dis pas devant toi. Je lui dis, est-ce que je pense à ton frère? Et c'était mon parrain. Mais ils agissaient très mal avec ma mère. Ça, je le sais, il faisait beaucoup de mal à ma mère. Hein. Mon père, il travaillait comme un esclave chez lui. Le jour où ma mère est allée, qu'ils se sont mariés, que ma mère est allée faire ses commissions, ma mère, elle dit, il croyait qu'ils lui payaient la semaine, lui donnaient... Non. Il lui a donné un carnet, il a marqué le crédit. Quand moi j'avais su ça, un jour j'avais dit à ma cousine Françoise, ton père il n'a pas honte. Elle m'a dit, Christiane, tu parles comme ça de mon père? Moi j'étais toute jeune. Toi tu ne devrais pas parler comme ça, tu es jeune encore. Je dis non, mais bien sûr je vais dire à ton père. J'étais toujours comme ça. J'étais toujours avec elle. Hein. Je faisais toujours avec elle. J'étais méchante, mais toujours avec elle. Toujours, elle faisait rien sans moi. Et voilà, Octoplus, c'est terminé. Prochain épisode dans 15 jours. Alors c'est terminé pour aujourd'hui, hein, mais il reste encore un épisode avec Christiane. Et puis ensuite, on ira rencontrer Robert. Donc Octoplus, c'est fini. Donc Sur quel pied penser, c'est terminé également. Si vous voulez réécouter cette émission, cet entretien avec Cédric Villani, rendez-vous en podcast, bien entendu. La musique aujourd'hui, c'était André avec Y'a des Azous et Jean-Pierre avec Envolé, Évaporé. Envolé, Évaporé, c'est un peu ce qui va se passer là, maintenant. Moi, je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien, et je vous souhaite de passer une belle et bonne journée à l'écoute de votre programme, bien entendu.